bonjour à toutes et à tous. Je n'ai aucun retour, je ne sais pas exactement où je suis. Mais donc, s'il y a des personnes qui sont connectées, bienvenue à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. Donc, on est dans une situation un petit peu particulière du fait du contexte sanitaire. Donc, on est bien sûr désolé de ne pas pouvoir vous accueillir sur site. Et on fait une JPO, un peu à l'image de cette année, avec peu de présentiel, mais un espoir de retour à la normale en septembre, si bien que ce que je vais vous présenter là, c'est la faculté et nos formations, comme si on était de retour à la normale. Du fait, là, j'ai fait tomber le masque, même si tout à l'heure, au moment des questions, eh bien, il y aura un ensemble de collègues qui sont venus là et que je remercie. Notamment nos responsables pédagogiques de licence, donc Gaëtan Guerlain qui est, vous devez voir dans la petite lucarne, donc qui est par Zoom. Cécilie Oden, donc Gaëtan Guerlain qui est responsable de la licence droit et assesseur licence. Cécilie Oden, donc qui est la responsable de la licence AES, et Nathalie Létoin qui est la responsable de la licence sciences politiques, et puis les responsables administratifs de scolarité, Tony Delettré pour l'ensemble de la scolarité et Jean-Christophe Deriot pour la licence. Donc, et moi, parce que j'ai oublié de vous parler de moi, c'est que je suis donc le doyen de cette faculté, Jean-Gabriel Contamin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement des universités, mais donc en France, comme dans beaucoup de pays, on a une université avec un président, des vice-présidents, des services centraux qui chapeautent différentes facultés, qui sont des composantes disciplinaires, et donc à la tête de chacune des facultés, il y a un doyen, et donc en l'occurrence, moi je suis le doyen donc, de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, qui accueille à la fois des formations en droit, mais aussi donc en sciences politiques et en administration économique et sociale. Donc on a une des plus importantes facultés de droit en France, avec plus de 8500 étudiants, et deux sites, le site de Lille et le site de Cambrai. Donc comment va se passer cette conférence qui va être un petit peu longue, mais elle sera enregistrée, vous pouvez la re-regarder s'il y a des points qui vous ont manqué. Donc on aura un petit moment de présentation de la faculté, un petit moment de présentation du campus, un petit moment de présentation des formations, un petit moment de présentation plus spécifiquement des licences, puis quelques mots sur réussir la faculté, réussir après la faculté, la vie de campus et puis la faculté et l'international. La vie de campus pour rappeler qu'une faculté, une université, c'est pas simplement des formations, mais c'est aussi toute une vie autour des formations. Premier point donc, la faculté. Donc la faculté, c'est, comme je vous disais, une des plus importantes facultés de droit en France. C'est aussi une des plus importantes composantes de l'Université de Lille, qui est elle-même la plus importante université en France par le nombre d'étudiants. On a donc un peu plus de 8500 étudiants. On est l'équivalent de certaines universités. Je vous disais sur deux sites, Lille et Cambrai, sachant que l'essentiel est à Lille, mais ça fait qu'on a un campus à Lille qui est, on va dire, indépendant. Si bien qu'encore une fois, on a un fonctionnement qui se fait pour l'essentiel sur un site. Donc, en quelques chiffres, alors là, on a mis 8000, il faudra le changer, c'est 8500 étudiants, 200 enseignants statutaires environ, un ensemble de personnel administratif et technique sans lequel vous ne pourrez pas me voir aujourd'hui. Donc, 13 amphithéâtres, des salles de TD, des salles d'innovation pédagogique qui viendraient, des laboratoires de langue, un centre de ressources en langue, une bibliothèque sur site et des espaces de restauration, mais aussi un centre de santé. On a aussi ce qu'on appelle un hub house. J'espère que ma connexion ne sera pas instable trop longtemps. Deuxième point dans la faculté, c'est rappeler une histoire, puisqu'on est la plus ancienne composante de l'université. L'université, initialement, c'était la faculté de droit, et initialement, elle était à Douai, puisqu'elle était fondée par le roi d'Espagne, Philippe II, en 1559. À partir de 1895, donc, elle est transférée de Douai à Lille, et depuis 1995, donc, elle est dans les locaux de l'ancienne filature Leblanc, une filature donc du 19e siècle, avec, on a gardé d'un côté les murs de briques rouges de l'ancienne filature, mais bien sûr, tout ça a été modernisé. Donc, elle est dans le centre de Lille, donc porte de Douai, donc à 4 stations métro de la gare Lille-Flandre et à 5 stations de la gare Lille-Europe. Le campus lui-même, alors il peut sembler compliqué, mais en fait il est très simple, c'est-à-dire qu'il est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6 locaux principaux, donc il y a l'entrée,
avec A, c'est administration. À droite, il y a tout de suite le B, c'est la bibliothèque. Quand vous viendrez sur le site, vous verrez ça. Et puis vous le verrez aussi, j'y reviendrai par la vidéo que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube où vous avez une présentation de tout ça. Le bâtiment C, c'est là où il y a les cours, donc c'est les grands amphis. Le bâtiment E, c'est là où il y a les salles d'enseignement, donc c'est pour les TD. Le bâtiment T, c'est le bâtiment technique où il y a notamment les laboratoires de langue. Historiquement, il y avait aussi les salles informatiques qui maintenant sont plutôt au bas du bâtiment R qui lui est le bâtiment recherche où il y a donc les laboratoires de recherche. On a aussi la FFBC, c'est rappelé que sur le campus, on a aussi une faculté de finance. Voilà quelques images. Donc il n'y a pas toujours la neige à Lille, mais quand il y a de la neige, ça fait des belles photos. On a aussi quelques salles un peu spécifiques, donc notamment. Alors sur place, on a aussi un bureau d'aide à l'insertion professionnelle qui est notamment là pour aider à l'orientation au stage. On a un bureau vie handicap, on a une salle de sport, petite salle de sport, mais pas loin il y a d'autres équipements. On a un crous juste à côté, et on a aussi un hub house, donc un espace de travail convivial pour ceux qui voudraient développer des projets innovants. On a aussi donc un resto-U, je vous disais, et des laboratoires de recherche, puisqu'on est des enseignants, mais aussi des chercheurs, donc laboratoires de recherche en droit et en sciences politiques et aussi en économie. Donc des salles d'innovation pédagogique, on est actuellement en train de moderniser le campus, pour partie, mais pas seulement à l'occasion de la crise. Donc d'ici l'année prochaine, il devrait y avoir, en plus de ce qu'on a déjà, que vous voyez ici, des salles de simulation de plaidoirie, des salles de simulation de négociation internationale, des salles d'enseignement commodal, donc qui permettent de suivre, c'est la suivante, de suivre à la fois les cours en présentiel et en distanciel avec des formes d'interactivité faciles, même si on a déjà largement développé ça au niveau du campus, et aussi des salles d'ateliers d'expression orale. Et puis on est aussi en train de développer un espace association étudiant, un espace EVE, espace vie étudiante, qui permettra notamment aux étudiants de à la fois travailler, discuter et être connectés quand on sera revenu à la vie normale. Bon, on est quand même d'abord un lieu de formation. C'est rappeler que nos formations, elles peuvent être, en gros, on a une offre très largement, on ne peut plus complète. On a la capacité en droit qui permet de se lancer dans le droit quand on n'a pas le bac. C'est surtout ensuite le LMD, donc les licences en 6 semestres, les masters en 4 semestres et le doctorat. Nos grosses licences générales, donc c'est la licence mention droit, la licence mention sciences politiques, la licence mention AES, mais on a aussi un ensemble de licences, on va dire, plus spécifiques. Donc on a un accord avec le SJ Lille qui permet d'être dans une licence mention droit, AES ou sciences politiques, option Académie SJ Lille. On a une mention droit, parcours droit international et droit européen, donc dès le S1, donc que vous retrouvez sur Parcoursup. Et puis depuis l'année dernière, on a aussi la mention licence droit mineur santé. Je vous ai aussi cité la licence administration publique, mais qui commence qu'en L3. On a un ensemble aussi en L3 de licences professionnelles, donc je vous laisse les découvrir sur le site. Donc on a 4 licences professionnelles, dont une qui est à Cambrai, puisqu'on a aussi la licence de droit à Cambrai. Tout ceci conduit à un ensemble de masters, là aussi une offre très riche, mais donc qui permet d'avoir à peu près tout ce qu'on peut trouver, d'abord en droit, avec différentes mentions, droit de la santé, droit des affaires, droit de l'entreprise, droit du numérique, droit du patrimoine, droit international et européen, droit notarial, droit pénal et sciences criminelles, droit privé, droit public, droit social, mais aussi donc de l'histoire du droit et des institutions, 2 parcours en AES, 5 parcours en sciences politiques, et puis des parcours un peu spécifiques en administration publique qui sont hébergés par alors ce qu'on va voir après, c'est-à-dire qu'on a différents instituts qui sont hébergés et qui sont liés à la faculté. Donc l'IEJ, c'est lui qui prépare par exemple au concours de l'avocature et de la magistrature. L'Institut de criminologie, il prépare plutôt au concours de la police, l'IPAG plutôt au concours de l'administration publique. L'Institut des sciences du travail, il développe un ensemble de travaux autour du droit social et une licence professionnelle spécialisée là-dessus. Et l'ICEU, il a notamment un accord avec le CNAM de Paris pour développer des formations donc en gestion, droit, économie, de l'urbanisme, de la construction et de l'immobilier.
puisque notre faculté, elle a aussi un ensemble de diplômes d'université et surtout un ensemble, ça peut vous intéresser plus directement, de préparation au concours, donc magistrature, barreau, gendarmerie nationale, commissaire de police et bien sûr toutes les catégories, tous les concours de la fonction publique de catégorie A et B. Comment sont organisées les études et notamment les études de licence? Alors, je vous ai mis un petit laïus que vous reverrez sur la vidéo, mais donc qui rappelle que l'année universitaire est organisée en 2 semestres, durant lesquels les matières étudiées changent et sont chacune évaluées par des examens écrits oraux, qu'elle est organisée donc notamment en licence 1, mais aussi licence 2, licence 3, générale, on va dire, en 2 blocs de compétences et de connaissances. L'un qui est, on va dire, généraliste sur devenir professionnel généraliste de son domaine de spécialité, donc juriste généraliste pour le droit, généraliste de l'action publique et politique pour la science politique, et acquérir la double compétence juriste-économiste pour l'AES. Donc avec, à chaque fois, donc là je vous ai donné un exemple de maquette, alors c'est pas très... voilà, mais ça permet de voir comment les choses. C'est organisé donc autour, ce premier BCC, autour d'un ensemble d'unités d'enseignement, donc unité fondamentale dans laquelle vous allez trouver le plus souvent 2 CM et 2 TD, unité complémentaire où il y a 2 CM supplémentaires, unité d'ouverture qui permet de construire son parcours de formation, où on a un ensemble de cours à choisir parmi 5 ou 6. Plus unité langue vivante, qui correspond à un TD de langue qui peut être d'allemand, d'anglais, espagnol, mais de langue spécifique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire des cours de langue, mais des cours de langue adaptés en fonction de la spécialité, le droit, la science politique, l'AES qu'on veut développer. Et donc, on va se retrouver avec des maquettes un petit peu similaires. Donc là, vous avez pour les matières fondamentales pour le droit, c'est au premier semestre Introduction et droits et principes fondamentaux du droit constitutionnel. Vous allez retrouver pour la science politique Introduction à la politique mondiale et vie politique française. Et puis en 3e cours, le droit constitutionnel. Et pour l'AES, Introduction à l'économie et principes généraux du droit constitutionnel, auquel s'ajoute un 3e cours, donc d'introduction au droit. Vous aurez noté qu'il y a un ensemble de parenté entre ces trois formations qui, de fait, permettent aux étudiants de se réorienter facilement entre nos 3 licences, puisque comme les cours fondamentaux de chacune des disciplines peuvent être pris finalement dans chacune de nos licences, ça permet à un étudiant de passer de la licence droit à licence AES ou licence Sciences Po et inversement. Donc dans chaque cas, on va avoir des CM, mais aussi donc 3 travaux dirigés, 2 pour les matières fondamentales et 1 pour les langues spécifiques, des TD qui au maximum sont de 30 étudiants, souvent plutôt à 28, ce qui veut dire qu'on est à un volume de comme des classes, entre guillemets. L'autre BCC, il s'appelle Construire son projet professionnel, donc ça va être des conférences métiers, du tutorat documentaire, l'engagement étudiant, des projets sportifs, des projets associatifs, donc un ensemble d'autres dimensions qui permettent de construire son projet professionnel, des personnels et professionnels, donc dès le S1, le semestre 1. Donc à chaque semestre, 2 cours assortis de 10 séances de travaux dirigés, auxquels s'ajoute un TD en langue spécifique. Donc je passe rapidement sur les maquettes, on pourra venir dans les questions. Oui, j'ai oublié de vous dire l'essentiel, c'est qu'après ma conférence un petit peu magistrale, on va dire, du moins magistrale c'est juste un terme qui ne veut pas dire qu'elle est bien, mais juste que je suis le seul à parler. Ensuite, l'ensemble des responsables dont je vous ai parlé me rejoindront, on remettra les masques à ce moment-là pour répondre aux questions que vous pouvez poser dans le chat. Et qui... Donc, revenons-en à l'organisation des études. Donc, les TD, c'est ce qui correspond un petit peu à ce que vous retrouvez dans les classes de lycée, donc avec, comme je le disais, 10 séances de TD obligatoires et même 12 pour les TD de langue spécifique. Et puis, par ailleurs, en termes de validation, d'habitude, le cours, on va dire le cours magistral va être obtenu via une épreuve de 3 heures pour les principaux cours, qui compte pour 50%, et les TD pour 50%. L'assiduité est obligatoire, c'est important, parce que ça veut dire qu'un étudiant qui ne viendrait pas au bout de 2 absences non justifiées pourrait être exclu de l'ensemble des examens du semestre. C'est pas le cas dans toutes les facultés, mais
on tient à cette disposition-là. L'organisation de l'année, donc, alors je vous ai mis pas l'organisation de cette année parce qu'on a commencé plus tardivement que d'habitude. Et donc d'habitude on commence assez tôt en septembre, peut-être que ça changera avec le temps. On a une interruption à la Toussaint, ce qui veut dire qu'on a les examens qui ont lieu juste avant la pause de fin d'année. Et donc on reprend le second semestre au début de l'année pour donc des examens qui ont lieu juste après. Ça peut changer, hein, mais juste après les vacances de bac, ce qui veut dire que si les étudiants ont à la première session, ils ont fini à ce moment-là, ils peuvent notamment faire des stages, des boulots, etc. etc. Si jamais ils n'ont pas la chance d'avoir validé dès la première session, ils ont une deuxième session qui a lieu en juin avec résultat donc à la mi-juillet. Réussir la faculté, donc l'objectif c'est bien sûr de valider ces examens. Le plus simple c'est bien sûr d'avoir la moyenne partout et de tout valider. On a un ensemble de systèmes de compensation, alors qu'il faudrait rattacher avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les maquettes, mais donc il y a une compensation automatique entre les matières d'une même unité. Je vous rappelle que l'unité fondamentale où il y avait 2 cours, 2 TD et un autre cours, ça fait une unité simple, donc là il y a compensation automatique entre les matières, il y a une compensation automatique entre les unités d'un même bloc, donc entre l'unité fondamentale et l'unité complémentaire par exemple. Il y a une compensation automatique, je crois, mais ça on vérifiera, entre les BCC du même semestre, du même type du premier et du second semestre, donc entre le BCC1 du S1 et le BCC1 du S2, et entre le BCC2 du S2 et le BCC2 du S2. En revanche, il n'y a pas de compensation automatique entre les BCC d'un même semestre, entre BCC1 et BCC2, et entre chaque semestre, mais le jury peut décider de valider quand même l'année. Bon, tout ça, on le réexpliquera aux étudiants quand ils seront chez nous, bien sûr. Alors, juste parce qu'on a parfois des craintes sur les taux de réussite, je vous ai mis des taux de réussite qui ne sont pas les taux de réussite dans les périodes exceptionnelles, donc c'est il y a peut-être 2 ans, c'est-à-dire pas une année où on a eu des meilleurs taux de réussite l'année dernière, liés ou non au passage au distanciel. En tout cas, c'est pour rappeler que même en licence, le taux de réussite moyen est de 42% sur les inscrits, mais de 65% sur les présents aux examens. C'est-à-dire que présents aux examens, ça veut dire que ce sont ceux qui sont restés toute l'année et ont été présents à tous les examens. Alors il y a des différences selon les formations, mais même dans les formations où grosso modo les résultats sont un peu moins bons qu'ailleurs, entre guillemets. En tout cas, pour les réussites aux examens, on reste à 55% au minimum. Ça veut dire très concrètement que une étudiante qui reste toute l'année, parce que ça veut dire aussi qu'il a été intéressé toute l'année, etc., a quand même une probabilité non négligeable de réussite, et tant mieux. On a, alors même si c'est difficile à mettre en place ces dernières années, vu ce qui nous est tombé dessus avec la pandémie, etc., il y a un système qui permet, alors vous savez qu'il y a un système de WICI. Alors le WICI chez nous, c'est plutôt pour donner un avertissement, entre guillemets, alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais aux lycéens en lui disant faites attention, on estime qu'il y a un ensemble de bases que vous n'avez pas nécessairement. Mais on ne va pas donner d'éléments spécifiques aux étudiants qui ont des WICI en début de semestre. En revanche, l'idée c'est de mettre une aide spécifique au regard des résultats du premier semestre, parce qu'on part du principe que les résultats de lycée ne nous donnent pas forcément des éléments sur, parce que l'essentiel des matières sont des matières nouvelles, sur la capacité d'un lycéen à réussir à la faculté, tandis que les résultats du premier semestre, pour le coup, nous donnent ces éléments. Vous verrez dans la maquette AES qu'il y a un ensemble de cours qui ont été prévus dans le module professionnel qui ont pour vocation malgré tout à aider, on va dire, le public qui arrive chez nous à redonner un ensemble de bases qui parfois sont présentes mais qui parfois sont moins présentes. Réussir après la faculté, c'est juste rappeler les débouchés qui peuvent être très très diversifiés. Il y a bien sûr tous ceux qui sont rattachés au métier du droit, mais avec la science politique et l'AES, ça ouvre bien sûr vers bien d'autres types de professions. Donc on pourrait en parler de manière plus directe. Et puis un ensemble d'éléments sur les taux d'insertion professionnelle de nos masterisants, donc qui sont grosso modo à plus de 90%, donc
à 30 mois, avec plus de 60% au niveau des cadres et un partage en quelque sorte entre le secteur privé et le secteur public. Alors pour aider la réussite après la faculté, il y a un ensemble de modules qui sont développés notamment par notre service AirPro, donc des conférences métiers, par exemple les métiers de la magistrature, ce qu'ils appellent le Recruit Day, donc qui permet de rencontrer un ensemble de professionnels pour précisément recruter. Alors c'est plutôt pour les masterisants. On a développé une clinique juridique de Lille, je reviendrai là-dessus. Donc dans nos formations, dans notre module professionnel, il y a la possibilité en fait de participer à partir de la L3 à une clinique juridique qui permet en fait de travailler avec des professionnels sur des avocats pour la limite, sur un ensemble de cas réels entre guillemets, non pas pour faire des consultations qui seraient interdites, mais pour plutôt faire de l'orientation. Réussir, c'est rappeler aussi tous les liens qu'on développe avec les professions. Donc là, vous avez quelques exemples. C'est un accord qu'on a signé avec le tribunal judiciaire de Cambrai. On a le président du tribunal de commerce qui était venu lors d'une simulation qui avait été organisée dans un de nos cours, pardon. On a alors on a un MOOC qui a été développé sur les violences sexuelles et sexistes au travail, donc un cours directement en ligne, et puis on a un ensemble de liens qui sont développés avec ce qu'on appelle Lille Place Juridique, qui sont en fait les représentants de l'ensemble des professions de... Ouais, il y a un problème avec le Zoom, et donc on reviendra après là-dessus. Donc avec Lille Place Juridique, donc c'est les représentants de l'ensemble des professions juridiques de la place, on va dire, lilloise, et même de la région. Et donc en l'occurrence, il y avait des grands prix qui ont permis que nos étudiants soient récompensés dans différentes spécialités. Donc là, vous voyez une photo avec le bâtonnier, donc c'était pour l'avocature, et une autre avec les huissiers. Ça fait on a spécificité. Ah oui, c'est rappeler donc que la faculté, c'est pas simplement un lieu de formation, c'est aussi un lieu où il y a autre chose que la formation, et donc tout ce qui relève de la vie de campus. C'est un point important. Alors là, vous voyez deux personnes dont vous ne pensez pas forcément qu'il y a un étudiant et un enseignant, et pourtant c'est le cas. Une des spécificités de notre faculté, c'est qu'on a des assesseurs vie étudiante, et notamment on a une assesseure étudiante vie étudiante et un assesseur enseignant vie étudiante, qui donc sont ont un lien particulier, on va dire, avec nos étudiants. On a aussi une commission vie étudiante qui permet aux étudiants de faire remonter une partie de leurs demandes. Donc un ensemble d'événements scientifiques qui sont développés. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Donc on a une chaire Jean Monnet, donc qui est financée par l'Union européenne sur les questions de l'Union européenne, où il y avait une conférence sur le Brexit Now. Il y avait des journées d'études qui sont organisées par les laboratoires. Donc là, il y en a un sur les nouveaux visages de l'administration. On avait un temps, là on l'a plus actuellement, un atelier sur droit et littérature. Et puis le colloque démocratie directe et représentative en crise, c'est un colloque qui a été développé, monté par les étudiants d'un master eux-mêmes, et auquel ont participé, au-delà des scientifiques, un ensemble de sénateurs et de députés. La vie de campus, c'est aussi des conférences, les conférences facultaires avec des personnalités qui peuvent venir. Donc là, vous voyez Laurent Fabius, donc président du Conseil constitutionnel. Là, vous voyez une personne qui n'était pas encore président de la République, mais qui maintenant est président de la République. Là, vous voyez l'ancien président du Conseil constitutionnel, Michel Debré, qui, du fait qu'il n'était plus, c'est pas Michel, c'est Jean-Louis, qui n'était plus président, a pu dire beaucoup plus de choses que ce qu'il pouvait dire quand il était président, et Michel Barnier qui était venu nous présenter ce qu'il en était de l'accord avec la Grande-Bretagne quelques jours avant que la Grande-Bretagne se positionne sur la question du Brexit. Là vous avez aussi, alors c'est les conférences qu'on peut développer avec les, on va dire, autour des métiers du droit. Donc là on a eu les joutes verbales du barreau de Lille qui ont eu lieu donc dans nos locaux, donc organisées par le bâtonnier, et dont le grand invité était le président du conseil régional, donc Xavier Bertrand. Et puis vous avez de l'autre côté la fête du droit, donc là ça se passait à la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, et vous voyez votre serviteur à côté du président du conseil départemental et à nouveau du bâtonnier de l'époque.
Il y a un ensemble de choses qui sont développées par les étudiants ou avec les étudiants. Donc par exemple la simulation parlementaire, c'est une initiative d'associations étudiantes. Moulin dans ta fac, ça a été organisé plus par nous, mais c'était l'occasion de développer les liens avec les associations du quartier. Et puis le troisième élément, c'est des activités militantes associatives développées par une association là, en matière d'environnement. Alors un petit exemple de ce que peuvent faire nos étudiants, je vous laisse. Le devoir pour moi c'est important, mais si j'avais pas l'énergie et l'enthousiasme, imaginez-vous que je n'irais pas. C'est un métier difficile. Donc, l'important, c'est de pouvoir porter Lille au niveau métropolitain, européen et international pour demain. On crée une nouvelle dynamique à Lille. Vous savez, dans la vie, il faut être efficace. Martine Aubry a toujours critiqué Nicolas Sarkozy, ensuite elle a critiqué François Hollande, maintenant elle critique Emmanuel Macron. Et, en fait, elle fait de Lille une forteresse. Alors on dit toujours les femmes en politique, elles sont inexistantes. Bah si elles peuvent exister, on est en train de le voir justement. Faire un mandat exemplaire, transparent, co-construit, c'est le meilleur moyen de retisser du lien de confiance. Je pense que vous avez compris, en fait c'était une de nos associations qui a organisé, donc c'était juste avant le confinement, un débat au sein de la faculté entre des jeunes représentants des différentes listes municipales à Lille. Donc ils avaient fait la même chose pour les élections européennes, et ça fait partie voilà, d'un ensemble d'événements qui sont organisés par nos associations. Même chose, le concours Lysias, c'est un concours d'éloquence qui est organisé par l'association Lysias au sein de la faculté. Et là, à droite, vous voyez que le vainqueur du concours d'éloquence de la fête du droit organisée par la conférence des doyens a été notre candidat, et on en est très fiers. C'est la deuxième fois que Lille se présentait et on a déjà gagné, donc je ne sais pas, on a déjà ramené donc la coupe à la maison. La vie de campus, c'est aussi des expositions qui peuvent être développées aussi par le SCD. Je vous ai dit qu'on a une bibliothèque en interne. C'est aussi ce qu'on appelle la nuit des séries, qui est organisée par un de nos enseignants. Donc pour le coup, vous voyez bien des photos de transat, et donc c'est la nuit dans la bibliothèque pour regarder un ensemble de avec des discussions, bien sûr, c'est pas simplement ça, mais un ensemble donc d'épisodes d'une série qui est choisie tous les ans. Vous avez aussi une nuit du jeu qui est organisée là par les associations. On a eu des pièces de théâtre, on a un cycle de cinéma qui cette année donc portait sur la lutte des classes, mais qui bien sûr là aussi a été impacté par la situation sanitaire. On a des procès fictifs entre guillemets. Le premier, il a été organisé, c'était le procès de la famille du Petit Pousset, qui était organisé par un master 2, et le procès fictif de Thomas Shelby, qui pour le coup été organisé par deux associations qui sont spécialisées dans les concours d'éloquence. On a aussi une vie de promotion. Alors c'est l'idée que certes en première année elle n'existe pas encore, mais que là c'est une promotion de M2, et donc pour le coup qui est un petit peu comme les promotions habituelles. La vie de campus, c'est aussi des fêtes, au moment où on pouvait faire des fêtes. Donc vous avez notamment le bal de la Corpo qui avait eu lieu cette année en janvier, donc c'était avant qu'il arrive ce qu'il arrivait. Et vous avez même, si jamais vous ou vos enfants, si c'est des parents qui sont en face, ont des pulls moches, ils pourront participer au concours qu'on a tous les ans. La faculté, c'est aussi une ouverture vers l'international. Alors, on a une des spécificités de la faculté, c'est le nombre d'étrangers, entre guillemets, de personnalités non françaises qui sont dans l'équipe des Canals. Donc, Marcel Moritz est franco-allemand, et donc c'est notre assesseur relations internationales. Anne-Marie Goris et Diedrich Wagner sont nos référents chargée de mission, l'une au pays anglophone et l'autre au pays hispanophone, et Louisa Brunori est notre assesseure recherche, et donc qui elle est italienne. Mais c'est surtout un ensemble d'accords donc avec de nombreuses villes. Alors là on a mis l'Europe, mais ça va bien au-delà de l'Europe. On a environ je crois 150 étudiants par an qui vont en mobilité.
Et sur quoi j'ai pas beaucoup insisté jusque-là, mais on fait en sorte que nos étudiants en interne, d'une part, il y a les TD, j'ai dit, de langue spécifique, mais au moins en AES, du moins en sciences politiques et en droit, chaque étudiant à chaque semestre peut choisir au moins un cours de spécialité en anglais, ce qui a le double avantage de permettre à ce qu'il y ait des étudiants étrangers qui viennent chez nous, ce qui nous permet de développer des accords avec notamment des universités anglophones, et de l'autre côté, ça permet aussi de préparer nos étudiants à la mobilité, sachant qu'il y a aussi dans les modules professionnels des modules de préparation à cette mobilité. Ça se traduit aussi par, tous les ans, du moins cette année on n'a pas pu le faire, mais une journée particulière où on accueille nos étudiants en mobilité rentrante, entre guillemets, avec des systèmes de parrainage. Voilà l'essentiel, donc merci de votre attention, à votre disposition pour les questions. Pour vous donner une idée de ce qu'est un enseignement à la JPS, vous avez les conférences ouvertes ainsi que la chaîne YouTube de la faculté. Alors pour le forum des métiers, je ne sais pas encore exactement quelle date il est, mais vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de la faculté, je vais cliquer et vous allez voir, c'est magique, si ça marche. Vous arrivez sur le YouTube de la faculté où il y a différentes playlists. Il y en a une où vous avez une présentation du campus, donc les présentations de la faculté, mais vous avez un ensemble, alors les tutos vous les laissez de côté, les conférences facultaires, ça vous donne une idée de ce que c'est que ces conférences facultaires, les conférences métiers de la même façon, et vous avez même la conférence de pré-rentrée qu'on avait fait l'année dernière. Et puis il y a bien sûr d'autres choses, donc ça peut vous donner aussi un avant-goût de ce que peut être la vie à la faculté. Sur ce, je pense que j'ai fini pour cette conférence, donc on va passer à la deuxième partie de cette conférence, qui est une partie sous forme de questions. Alors une première question. Bonjour, je voudrais entrer en L3 JJD en alternance. J'ai vu sur e-candidat que cela était possible. Pouvez-vous me dire comment je peux m'y inscrire et comment se passent les cours dans ce cas ? Donc si c'est une L3, ça veut dire qu'a priori l'étudiant est déjà en L2. Donc c'est pas Parcoursup. Ouais, c'est une licence pro. Ouais. Donc il y a des procédures de candidature. Alors je ne sais pas exactement à quel moment. Et ensuite, voilà, fin mai. Et ensuite, l'organisation de la formation est faite de telle sorte en fait que les cours ont lieu soit en début, soit en fin de semaine, de telle sorte que le contrat professionnel ou le stage puisse voir le contrat. Non, il n'y a pas encore d'apprentissage. Puisse avoir lieu le reste de la semaine. Fin avril alors, pour l'inscription. Une question suivante. Bonjour, serait-il possible d'avoir plus d'informations sur le taux d'admission et de refus concernant les admissions en master, notamment action humanitaire, éventuellement place dans la liste d'attente du dernier à accepter? Alors, toujours compliqué de répondre à ce type de questions. Effectivement, le parcours, notamment action humanitaire, est un parcours qui est fortement demandé au sein du Master Sciences Politiques. Vous donner les chiffres là, je préfère ne pas vous les donner précisément parce que, très honnêtement, sur chaque parcours, je ne les connais pas précisément. Mais c'est effectivement l'un des parcours de sciences politiques, voire le parcours de sciences politiques qui est le plus demandé à l'entrée en master. Donc même chose, pour vous dire la place dans la liste d'attente du dernier accepté, c'est toujours assez compliqué et aléatoire puisque on ne maîtrise pas non plus complètement les entrées des étudiants qui ont été acceptés. C'est-à-dire qu'il y a une certaine évaporation, y compris des étudiants qui auraient reçu un avis favorable, vers éventuellement d'autres formations dans d'autres universités. Donc un peu compliqué, mais c'est un master, effectivement, un parcours de master qui est assez sélectif au sein du Master Sciences Politiques. Juste, là je vous invite d'une part, alors je ne sais
pas encore la date du salon des métiers des masters, mais je vous invite à venir vraiment, parce que c'est là où il y aura les enseignants en question. Je pense que ce sera organisé un petit peu sous la même façon que la JPO, c'est-à-dire qu'au-delà de la présentation générale, il y a la possibilité en fait d'avoir des chats particuliers sur chacune des formations, et c'est là où on vous répondra de manière plus directe à cette question-là. Alors, la question suivante, mais toujours dans le même registre, il y a 140 places en M1 sciences politiques, puis 25 en M2 parcours action humanitaire toujours. Pouvez-vous nous expliquer comment s'effectue la sélection entre le M1 et le M2 ? En réalité, la sélection se fait à l'entrée du M1. C'est-à-dire que le master sciences politiques est parcourisé dès le M1, c'est-à-dire que les candidats font acte de candidature, déposent un dossier pour l'un ou l'autre des parcours, ou plusieurs parcours, dans une certaine limite, dans la limite de... ces chiffres peuvent évoluer, mais la sélection se fait à l'entrée du M1, si bien que normalement vous suivez le parcours de M2 du M1 pour lequel vous avez été recruté. Il y a des possibilités de passage d'un parcours à l'autre à la fin, à l'issue du M1 sur des procédures internes, mais ces possibilités de passage seront forcément soumises aussi aux capacités d'accueil limitées de chacun des parcours. Alors, il y a une question, je voudrais savoir comment intégrer la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, par quels moyens nous sommes retenus au concours, sur quelles matières nous sommes évalués, comment puis-je me préparer car je suis en première. Il ne dit pas si c'est en droit, en AES ou en Sciences Po. Alors peut-être que on peut passer, parce qu'il y a la question notamment, je pense, des choix qui doivent être faits en première et en seconde, en première et en terminale, des choix de... Ça passe par Parcoursup, quoi. Il y a l'option sciences politiques, il y a l'option droit qui peuvent être intéressantes à prendre ici. Peut-être que Oui. Alors, il n'y a pas de concours pour rentrer à la faculté, il faudra passer par Parcoursup, mais c'est pas un concours à proprement parler, c'est juste on regarde vos résultats et votre motivation. Donc, ce qui est important peut-être au lycée, c'est de prendre les options, donc soit sciences politiques, soit droit et géopolitique, je crois que ça s'appelle. Je connais pas exactement les intitulés, mais bon, ces options-là sont vraiment très précieuses pour réussir à la faculté, puisque vous avez déjà une première initiation à la science politique, au droit, à la sociologie, donc voilà. Avant, par exemple en sciences politiques, on a beaucoup d'étudiants qui venaient du bac ES, donc avec la spécialité sciences économiques et sociales. Je pense que c'est la même chose en AES. Donc voilà, c'est le type de matière qui permettent vraiment de bien réussir à la fac. Donc sciences économiques et sociales, option sciences politiques, option droit, géopolitique. Donc voilà, c'est des matières que vous retrouverez notamment en première année. Gaëtan, tu veux dire quelque chose là-dessus ? J'entends à peine. J'ajouterais, si vous m'entendez, parfait. J'ajouterais qu'il faut vraiment veiller aux notes de français. Les notes à l'écrit ou à l'oral de français sont assez importantes. Effectivement, ce n'est pas un concours, mais dans les attendus, on fait attention aux notes obtenues donc en français parce qu'il faut une bonne expression. Et puis également en histoire et en géographie spécialement. Alors parce que je sais que quand on faisait les réunions en présentiel, ce qui était plus facile pour les questions, on avait notamment les questions sur les choix des mineurs et des majeurs qui sont un peu compliqués, et notamment il y avait des lycéens ou des parents qui s'inquiétaient, qui se demandaient en fait si prendre les maths, en gros si on voulait faire du droit, fallait prendre les maths ou pas, etc., etc. Il faut être conscient que certes il y a un ensemble de matières qui sont plus
Alors, c'est plus que de la culture générale, mais on parlait d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, de sciences économiques et sociales, qui peuvent être plus directement rattachables à des études par la suite en droit, en AES ou en sciences politiques. Il est clair aussi que les mathématiques, c'est formateur, entre guillemets. Et donc, un étudiant ou un lycéen qui n'aurait pas encore fait le choix, entre guillemets, et qui pourrait s'interroger sur voilà, ces choix, ça peut être notamment entre médecine et droit, ça fait partie des choix auxquels souvent certains types de lycéens, auxquels certains types de lycéens sont confrontés. Faut se dire, c'est pas parce qu'on a choisi mathématiques qu'on peut pas venir chez nous, hein. C'est-à-dire qu'un bon étudiant qui voilà, il y a aussi une dimension certes alors en plus pour le coup en AES il y a vraiment les mathématiques, c'est une question qui m'est souvent posée au niveau de l'AES, le niveau requis en mathématiques. C'est clair que ce sera un niveau moins ardu que ce qui est demandé par exemple à la faculté de sciences éco pures. J'ai envie de dire, tout le temps qu'ils passeront à faire des mathématiques là-bas en AES, vous le passerez à faire du droit. Néanmoins, faut pas quand même être fâché avec les mathématiques quand on fait AES, parce qu'il y a beaucoup de cours d'économie qui solliciteront ça. Et donc, il y a quand même un bon niveau qui est requis pour l'ensemble des cours, notamment à partir de la 2e année, microéconomie, macroéconomie, etc. Donc, idéalement, pour les étudiants qui souhaitent emprunter la licence AES, vaut mieux prendre l'option sciences économiques et sociales et avoir un bon niveau quand même en mathématiques. Question suivante, est-ce que c'est sélectif la fac? Est-ce que la charge de travail est énorme? Gaëtan? Non, elle n'est pas énorme, mais il faut savoir que c'est un temps plein. C'est-à-dire que vous allez avoir un emploi du temps qui est réparti entre des cours magistraux et des travaux dirigés. Et les travaux dirigés qui se déroulent chaque semaine, on les prépare bien lorsqu'on a eu les connaissances en cours magistral. Donc vous comprenez bien que c'est un ensemble et qu'il faut travailler de façon très régulière, presque homéopathique, toutes les semaines. Pourquoi? Parce que chaque semaine, on reçoit les connaissances en amphi. Ensuite, il faut apprendre son cours et appliquer ces connaissances pour le travail qui va être demandé dans les travaux dirigés. Et donc, le travail est organisé par semestre et il faut travailler tout le temps. Donc, de mon point de vue, il faut travailler du lundi matin au vendredi soir, mais sereinement parce que l'emploi du temps est organisé pour que tout cela se passe dans de bonnes conditions. Et alors sur le sélectif, c'est la fameuse question de Parcoursup, hein. Il est clair que de notre point de vue, hein, la vocation de l'université, c'est d'accueillir l'ensemble des étudiants qui souhaitent venir chez nous. Maintenant, on n'a pas forcément les moyens pour accueillir tout le monde, d'autant que chez nous, on accueille déjà beaucoup de monde par rapport à d'autres universités, notamment parisiennes, mais aussi d'ailleurs, au regard des moyens que l'État nous alloue. Reste que du fait du nombre de places qu'on a dans nos 3 grosses licences, hein, en droit, Sciences Po et AES, traditionnellement, alors je dis bien traditionnellement parce que vu le taux de réussite au bac cette année, ça n'a pas été le cas en sciences politiques, mais traditionnellement, tous ceux et toutes celles qui candidatent chez nous et choisissent de rester jusqu'au bout, même s'ils sont loin sur la liste d'attente au début, peuvent rentrer chez nous. C'est pas le cas pour le coup pour les licences spécifiques entre guillemets, puisque pour la LAS on a 30 places, donc LAS c'est licence droit mineur santé. En licence droit international et droit européen, même si on a eu un peu moins de demandes l'année dernière, on a 120 places et de fait tout le monde ne peut pas rentrer. Et c'est la même chose pour les licences ESJ, où là la spécificité c'est que c'est l'ESJ qui fait la sélection. Les licences droit Sciences Po et AES ESJ, donc c'est l'ESJ qui fait la sélection. Donc elles sont à chaque fois, du moins notamment la licence Sciences Po, ESJ est à chaque fois remplie et il y a forcément des étudiants qui ne peuvent pas rentrer. Donc elles sont plus ou moins sélectives selon
selon les licences, mais pour le coup, un lycéen, encore une fois, qui candidaterait sur une de nos grosses licences, et c'est la même chose pour Cambrai, hein, normalement, alors c'est un peu moins vrai en Sciences Po, mais ça s'est joué à quelques places, quoi. Normalement, s'il garde son vœu jusqu'au bout, même si initialement il était éloigné sur la liste d'attente, il ne faut pas qu'il se décourage, il devrait pouvoir rentrer. Alors, il y a une question également sur le choix de la langue. Savoir si le choix est imposé ou prédéfini. Donc, moi je garde le micro, je vais répondre. Pour les 3 mentions, hein, que ce soit AES, sciences politiques ou droit, vous avez le choix entre 3 langues, anglais, allemand, espagnol, et ce choix n'est pas, vous incombe, n'est pas prédéfini. Vous pouvez même, ce qui est assez rare, mais en changer d'un semestre à l'autre. Il y a également une question sur le... Il faut être conscient qu'il y a une réforme qui nous est imposée par le ministère, on va dire ça comme ça, qui vise à ce que, et je pense que les personnes qui candidatent cette année seront impactées, à faire qu'il soit impossible d'avoir quelque licence que ce soit en France sans passer, alors ça ne veut pas dire la réussir, une certification en langue anglaise. De notre point de vue, on pense que ça pose des tas de problèmes, d'autant plus que l'organisme est un organisme privé qui est supposé faire passer cette certification. Mais ça va aussi à l'encontre du plurilinguisme, à l'encontre de notre logique qui est précisément de développer une offre de langue spécifique. Donc le but, c'est pas de préparer les gens à réussir une certification, mais les préparer à utiliser la langue dans le métier qui seront les leurs. Et aussi avec l'idée que, pourquoi on fait des langues spécifiques, c'est parce que on part du principe que les étudiants qui sont très bons en langue, si on leur propose encore des cours de langue, ils vont s'ennuyer. Et les étudiants qui sont pas très bons en langue, pendant je sais pas combien d'années, on leur a proposé des cours de langue traditionnelle, ça n'a pas marché. Et donc l'idée, c'est que peut-être qu'avec des cours de langue spécifiques, ça pourrait précisément fonctionner. Voilà, mais il faut être conscient qu'il y aura cette obligation, a priori, de passage d'une certification. Encore une fois, à ce stade, on n'est pas contraint de l'avoir et que pour l'instant, la certification, elle ne se fait qu'en anglais. Voilà. Mais il n'empêche qu'on va continuer de proposer des cours en anglais, en espagnol, en allemand. C'est encore plus le cas pour la licence DID, droit international européen, où pour le coup, la part des langues est plus importante aussi dans la sélection. Puisque là, vous avez, en plus de la maquette traditionnelle, un ensemble de TD de langue, d'espagnol en droit, TD en espagnol de droit espagnol, en allemand de droit allemand et en anglais de droit anglais. Alors, la transition est toute trouvée. Une question sur le DID, sur la licence droit international et droits européens. Si nous obtenons cette licence, est-ce que nous obtenons une licence en droit trilingue ? Non. Gaëtan, t'as entendu ? Non, j'ai à peine entendu. Est-ce qu'avec la licence DID, on a une licence trilingue ? Non, je ne crois pas. Je ne vois pas exactement ce que c'est qu'une licence trilingue. Voilà, on a une licence spécialisée en droit européen et international. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a une catégorie spécifique qui s'appelle licence trilingue, mais de facto, vous allez avoir une licence de droit. C'est ça, dans laquelle vous aurez eu effectivement 3 langues à travailler avec un ensemble de matières qui relèvent de ces 3 langues. Donc de ce point de vue-là, elle est trilingue, mais en tout cas, elle ne s'appelle pas en tant que telle trilingue. Ça délivre un seul diplôme national. Et ce n'est pas comme une double licence ou une triple licence, non, c'est un seul diplôme, étant entendu que la licence DID est concentrée vers les rapports internationaux, européens. Les enseignements sont dirigés vers, par exemple, les rapports au sein de l'Union européenne. Et bien sûr, il faut maîtriser les langues. Donc, il y a des cours renforcés de langue. Ce diplôme, évidemment, valorise cette formation en plusieurs langues, mais c'est un seul diplôme. C'est une licence de droit européen et international avec des enseignements très renforcés en langue.
Alors, il y a une question sur les études à distance. Est-ce que la licence de droit en enseignement à distance est toujours possible ? Et donc, je compte m'y inscrire sur Parcoursup, etc. Si elle est toujours d'actualité. Donc, oui, évidemment, la licence en enseignement à distance sera toujours possible. Et effectivement, au moment du choix sur Parcoursup, vous pouvez choisir cette spécificité-là. Par enseignement à distance, on n'entend pas une situation telle qu'on la connaît actuellement. C'est vraiment une formation spécifique avec une mise à disposition des enseignements sur une plateforme numérique et des échanges évidemment possibles avec les enseignants sur un calendrier légèrement décalé par rapport à la formation en présentiel, mais ce sont bien deux formations distinctes et encore une fois en faisant abstraction de la situation sanitaire. Pour toi Gaëtan peut-être. Bonjour, j'aimerais à la suite m'inscrire à l'Institut de criminologie, voire d'études judiciaires. Comment cela se passe-t-il ? Eh bien, l'Institut d'études judiciaires, pour parler de lui d'abord, c'est une préparation à l'examen d'avocat ou au concours de la magistrature. Et l'examen d'avocat, pour entrer à l'école d'avocat ou le concours pour entrer à l'école nationale de la magistrature, on peut s'y présenter lorsqu'on est diplômé d'un Master 1. Donc vous comprenez bien qu'on s'inscrit à l'IEJ lorsque on est en Master 1 ou en Master 2 ou même après. Il faut donc concevoir l'IEJ, cet institut, comme un institut parallèle. On prend une inscription à l'IEJ lorsqu'on sent qu'on va pouvoir se présenter à l'examen ou au concours dont je parle. L'Institut de criminologie permet de s'inscrire à notamment un diplôme universitaire de criminologie. Et c'est pareil, c'est un diplôme que l'on prépare en parallèle d'un autre, par exemple en parallèle d'un Master 1. Ce qui renforce la préparation, par exemple, à des concours de la gendarmerie, de la police, parce qu'évidemment, on renforce une formation dans des matières qui seront importantes pour se présenter au concours. Et même l'Institut de criminologie porte à la fois le DU et deux préparations au concours de la police et de la gendarmerie. Donc commissaire de justice. Deux commissaires de police. Et deux commissaires de police. Et je pense que d'ici que vous soyez à ce niveau-là, on aura encore renforcé un petit peu ces deux formations, pour un ensemble de raisons. Et puis peut-être, parce que c'est une question qu'on me pose souvent et qu'elle est liée, est-ce qu'on est obligé de s'inscrire à l'IEJ, l'Institut des études judiciaires, pour se présenter à l'examen d'entrée à l'école d'avocat? La réponse est oui. Pour se présenter à l'examen d'entrée à l'ICSAD, l'école des avocats qui est située à Lille, eh bien, vous devez, à minima, être titulaire d'un Master 1, mais souvent les étudiants sont titulaires d'un Master 2 également. Et puis, il faut passer l'examen d'entrée, et l'examen d'entrée, on le prépare par l'IEJ. Donc oui, il faut s'inscrire à l'IEJ. Et les choses se font naturellement. Une fois que vous allez entamer votre cursus depuis la licence, vous allez sentir vos préférences. Vous allez aller vers telle ou telle matière parce que ce sera votre sensibilité. Et vous allez vous diriger assez naturellement vers l'Institut de criminologie, vers l'Institut d'études judiciaires, vers tel ou tel Master 2. C'est très difficile lorsqu'on arrive en première année de dire assurément quelle sera la filière, parce qu'on va découvrir progressivement les matières. Il y en a qu'on va aimer beaucoup plus que d'autres. On va développer des appétences, des envies, et on va se diriger naturellement vers le cursus qui correspond au projet professionnel qui se définit progressivement. Deux petits points d'ajout. D'abord, rappeler que l'école des avocats est sur notre campus. Donc, l'école des avocats, c'est une fois que vous avez réussi le concours, vous allez entrer dans une école professionnelle, donc qui n'est plus portée par la formation, mais par la profession d'avocat. Et elle est sur notre campus. Et le deuxième point, j'ai pas beaucoup insisté là-dessus quand j'ai présenté les maquettes. Mais de fait, au S1, S2, vous avez quand même beaucoup de cours obligatoires et puis possibilité de quelques options qui vous permettent de commencer à construire votre parcours professionnel. Choisir plutôt le droit public ou le droit privé, des choses comme ça.
il est évident qu'à partir de la 2e année, et encore plus la 3e année, vous allez de plus en plus vous aurez de plus en plus d'options possibles et de plus en plus de possibilités de vous dire je vais plutôt aller vers ce type de profession ou ce type de profession, d'où la nécessité de faire tel ou tel choix. Ça va être aussi, je vous ai dit que la première année entre le droit, la science politique et l'ES est très commune. Plus ça va, moins elles sont communes. Puisque précisément, à partir, c'est de dire, au bout d'1 an, vous avez déjà fait un ensemble de choix qui vous conduisent. Vous pourrez toujours choisir du droit dans toutes les formations de sciences politiques, mais vous aurez moins de possibilités de choisir du droit. Voilà, donc ça se construit de cette façon-là, au fur et à mesure des années, avec la possibilité progressivement d'avoir plus de choix d'options pour construire un parcours qui va de plus en plus être pensé en fonction des futurs masters. On parlait tout à l'heure de la difficulté des études. Il faut être conscient qu'une des spécificités nouvelles, entre guillemets, c'est que jusqu'alors, la sélection dans les facs de droit, c'était une exception, se faisait en Master 2, donc en 5e année. Depuis l'année dernière, elle se fait en Master 1. Donc dès la 4e année, ce qui veut dire que les 3 années de licence deviennent encore plus importantes qu'elles n'étaient auparavant, puisque c'est notamment sur les résultats, pas que sur les résultats, c'est aussi tout ce que vous faites à côté de la licence qui va jouer dans votre possibilité d'entrer dans le Master 1 que vous souhaitez. Et donc il va falloir avoir dès le début des résultats. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rattraper avec la 2e ou la 3e année sur ce qu'on fait lors de la première année, mais il faut être conscient que ça met une forme de pression plus importante dès la première année. Ça veut dire aussi que ce module professionnel qui peut sembler, de projet personnel qui peut sembler moins important que le BCC principal, entre guillemets, il est quand même très très important dans la façon de construire son projet, parce que toutes ces activités que vous allez développer, qui sont moins simplement suivre des cours, réussir les cours, etc., mais développer, je sais pas, des projets associatifs, faire des stages, des choses comme ça, participer à la clinique juridique, c'est des éléments qui vont compter de manière importante dans la sélection en Master 1. Une question sur l'acquisition des ouvrages à l'entrée en L1 droit. Est-ce qu'il faut un code civil, un code pénal, des livres de méthodologie? Oui, pour chaque cours magistral, l'enseignant va vous indiquer, c'est très classique, une série d'ouvrages, alors que vous pouvez d'abord consulter à la bibliothèque universitaire, qui est sur le site du campus et qui est très fournie. Donc, une possibilité d'aller consulter sur place et d'emprunter des ouvrages qui sont conseillés par chaque enseignant. Après, il y a quelques ouvrages, quelques-uns qu'il faut avoir. Effectivement, avoir un code civil à jour, c'est important quand on rentre en première année, étant entendu que les éditeurs font des éditions spéciales étudiants à des prix très accessibles. Et puis, il faut un dictionnaire juridique. On vous conseillera, c'est un grand classique, le dictionnaire Cornu, qu'il est précieux d'avoir chez soi. Et puis, vous serez toujours orienté. Dites-vous que de toute façon, lorsqu'on accueille les étudiants en première année, on sait que la quasi-majorité vont découvrir une matière. Donc, on repart des bases et on leur indique les ouvrages de référence. Et donc, je répète, ces ouvrages sont souvent... sont disponibles à la bibliothèque universitaire. Et puis, on vous met aussi à disposition, via l'espace numérique de travail, un accès à des bibliothèques numériques. Vous avez des ouvrages qui sont disponibles en ligne, par exemple sur Dallos Bibliothèque. Vous découvrirez ça. Les ouvrages sont disponibles et on les feuillette sur l'écran. Et puis, vous avez accès à un certain nombre de revues. Les chargés de travaux dirigés, vos enseignants vous aiguilleront, vous indiqueront les références et vous apprendront surtout à chercher par vous-même les références bibliographiques. Vous serez aidé pour ça. Il y a aussi un tutorat documentaire. On va vous apprendre à vous diriger dans une bibliothèque pour aller chercher l'information. Il y a des questions sur les passages entre la licence droit et le master sciences politiques.
Et inversement, est-ce qu'avec une licence droit, je peux intégrer un master en sciences politiques? Est-ce qu'une licence sciences politiques permet l'accès à un master droit? C'est pas fait pour. Non, alors je vais venir quand même sur la base, c'est-à-dire que de fait, on a prévu des vraies passerelles entre les L1, nos trois grosses L1 et les L2. C'est-à-dire que quelqu'un qui effectivement commence en Sciences Po et se dit vraiment ce que j'adore c'est le droit, et à l'inverse quelqu'un qui commence en droit en se disant finalement ce que j'ai bien aimé c'est les cours d'ouverture, et même chose avec l'AES où en plus il y a la double spécialité entre guillemets dès le début entre le droit et l'économie, mais aussi il y a de la science politique, donc ça permet des réorientations. Avec maintenant la sélection en M1, ça se faisait, pour le dire. C'est-à-dire qu'on avait des étudiants de licence Sciences Po qui étaient admis en master droit, vraiment des très très bons, et qui avaient des très bonnes notes en droit, et inversement. Avec la sélection en M1, je crains que ça se fasse encore moins. C'était déjà rare et exceptionnel. Je pense qu'il y en aura encore moins qu'il n'y en avait jusqu'à là. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Monsieur le doyen. Pour le passage de la licence, les titulaires, les diplômés en sciences politiques pour accéder en master de droit, c'est très compliqué, sauf à avoir d'excellentes notes. Évidemment que le dossier comptera énormément et qu'on regardera aussi les notes obtenues en droit, mais de mon point de vue, ça va être de plus en plus compliqué, effectivement. Parce que ce n'est vraiment pas les mêmes formations. Ce sera plus facile en master droit public qu'en master droit privé, où là pour le coup je vois vraiment pas comment ce serait possible. Il peut y avoir, parce qu'il y a aussi un master droit européen et international, donc qui pourrait éventuellement, pour un étudiant qui serait vraiment très très bon sur les matières européennes internationales et qui aurait choisi des options de droit européen, droit international, je pense que ce ne serait pas impossible qu'il soit pris, mais la logique, encore une fois, c'est de s'orienter avant, quoi. Alors, plusieurs questions pour la science politique et sur les orientations post-licence. Également, est-ce que la licence sciences politiques permet de passer ou présenter le concours des entrées à Sciences Po? Oui, alors par rapport au concours d'entrée à l'Institut d'études politiques, alors il est évident que la première année, puisqu'elle est très pluridisciplinaire, va vous permettre de préparer l'entrée au concours. Et comme on sait qu'on a beaucoup d'étudiants qui souhaitent rentrer dans les instituts d'études politiques, on a consacré un cours et un TD au second semestre qui s'appelle Enjeux sociaux contemporains, aux 2 thèmes qui sont au concours pour rentrer dans les IEP. Donc vous êtes préparés spécifiquement sur ces 2 thèmes pour préparer le concours si vous voulez rentrer dans un IEP. Alors après, il y a beaucoup d'étudiants qui souhaitent passer ce concours et certains abandonnent ce projet parce qu'ils se sentent bien dans notre licence, donc ils restent chez nous finalement, puisqu'on a une formation qui ressemble très fortement à ce qu'on peut trouver dans un institut d'études politiques avec beaucoup de cours de Sciences Po, mais aussi des cours d'économie, des cours de droit, etc. Il est aussi possible de postuler en master dans les instituts d'études politiques, donc il y a la possibilité de réintégrer en 4e année les instituts d'études politiques, là aussi avec une sélection. Voilà, j'avais une autre question. Ah, les débouchés. Alors, j'allais dire que les débouchés dépendent beaucoup du master. Alors, c'est une licence donc qui permet de devenir généraliste de l'action publique et politique. La plupart de nos étudiants continuent en master pour se spécialiser. Donc, les débouchés dépendent beaucoup de la spécialisation en master. Alors, il y a tous les métiers qui touchent à l'Europe. Alors, ça peut être chargé de mission dans un conseil régional pour travailler sur des enjeux européens. Donc, avec le master affaires européennes, ça peut être évidemment travailler dans les institutions européennes. Beaucoup de nos étudiants deviennent journalistes, collaborateurs d'élus, chargés de mission dans des collectivités territoriales, par exemple pour ceux qui font le master politiques urbaines, ingénierie de projet en politiques urbaines. Il y a les métiers de la recherche en sciences politiques, alors enseignants-chercheurs pour ceux qui feront une thèse, mais aussi chercheurs dans tout un tas d'organismes pour faire chargé d'études, etc. Voilà, donc il y a tous les métiers de la fonction publique territoriale, donc accessibles soit par concours, soit par le statut de chargé de mission.
journaliste, je l'ai dit, attaché de presse, voilà. Donc il y a tout un tas de débouchés, mais encore une fois, ça dépend vraiment de la spécialisation en master, sachant que pendant la licence, vous allez toucher à toutes les sous-disciplines de la science politique. Donc que ce soit la sociologie politique, les politiques publiques, tout ce qui relève des questions internationales, la philosophie politique, etc. Donc vous aurez vraiment un fondement dans toutes les sous-disciplines pour ensuite vous spécialiser vers les masters qui vous intéressent. Et alors juste en petit ajout, alors on a souvent des questions, c'est parce qu'on a souvent des questions sur je veux faire les IEP, en quoi c'est différent, etc., etc. Donc de fait, nous on n'a pas un concours d'entrée, c'est Parcoursup, et de fait, sauf cette année, tous les étudiants qui ont souhaité venir chez nous ont pu venir chez nous. Par rapport à des formations qui se veulent directement des préparations aux IEP, pour des étudiants qui n'auraient pas réussi les IEP, un des atouts de notre formation, c'est qu'on vous donne vraiment une formation. C'est-à-dire que c'est ce que je dis souvent aux lycéens qui sont... L'idée, c'est ne faut pas vous dire que si vous ratez les concours des IEP, vous ratez votre vie. Et c'est-à-dire que vous allez être, si vous êtes chez nous, certes, vous aurez un ensemble d'éléments qui vous préparent à repasser les concours, qui vous préparent aussi à éventuellement rentrer en 4e année dans un IEP, mais qui vous donnent une vraie formation avec des vrais diplômes qui vous conduisent à des vrais métiers, etc., etc. Donc on n'est pas dans une logique prépa-concours, on est dans une logique où on a une formation dans laquelle sont intégrés des éléments qui vous préparent au concours. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est juste rappeler qu'on a dans nos masters un parcours qui est coporté en fait par la faculté et par Sciences Po Lille, qui est le parcours métier de la recherche. Donc, ça fait qu'on se retrouve avec pas souvent, mais parfois des parcours d'étudiants qui vont commencer chez nous, rentrer à l'IEP, revenir chez nous où il y a le master, ou inversement. On a la même chose d'ailleurs aussi avec, puisqu'on a un ensemble d'accords avec l'Université de Montréal, qui fait que nos étudiants de sciences politiques, on a un accès privilégié en 4e année à l'Université de Montréal. Et on a aussi un accès privilégié aux thèses cofinancées avec Montréal, donc on a aussi des parcours comme ça entre Lille et Montréal en sciences politiques pour ceux qui sont intéressés par la recherche, qui encore une fois peut conduire, comme l'a très bien dit Nathalie, à la fois au métier d'enseignant-chercheur, mais aussi un ensemble d'autres métiers qui sont auprès des ministères, auprès des instituts de sondage, etc., qui relèvent d'une manière ou d'une autre de l'expertise ou de la recherche. Alors, il y a des questions, donc, il paraît sur les possibilités d'échange. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Hein, on essaye de mettre en place. Alors, on a beaucoup développé ça ces dernières années. Je vous présentais tout à l'heure notre équipe ERI. Alors, malheureusement, la crise sanitaire n'est pas tombée au bon moment parce qu'elle est tombée au moment du Brexit et que c'était un moment où on avait sans doute des opportunités à développer dans des accords spécifiques avec des universités anglo-saxonnes. Mais donc, indépendamment de ça, on a une forte augmentation du nombre d'étudiants qui vont, dans leur cursus, avoir un semestre ou 2 semestres en mobilité. On défend plutôt, en tout cas moi, de partir seulement un semestre, parce que, alors c'est pour le coup l'expérience que je connais par ailleurs des IEP où on part en an, peut poser des soucis parce que pour se remettre ensuite dans la logique universitaire ou la logique d'enseignement supérieur, c'est parfois un peu compliqué. Tandis que le 6 mois permet à la fois d'avoir une vraie expérience internationale et de ne pas perdre, entre guillemets, le fil mais il est possible de partir en an. Donc on a un ensemble d'accords qui peuvent être là encore autour des 3 langues dont on a parlé, hein. Ça peut être soit en anglais, soit en espagnol, soit en allemand. On a un ensemble, comme je vous l'ai dit, de préparation à cette mobilité nationale. On a des formes des sélections, enfin, on a un ensemble de places et ensuite les étudiants vont candidater pour partir essentiellement, sauf erreur, c'est en L3 maintenant. Ouais. Donc en L3, d'où aussi l'idée qu'il vaut mieux qu'ils partent un seul semestre, puisque derrière il y a cette question de la sélection en M1. Et donc il va y avoir un processus de sélection en fonction des résultats, mais aussi de la motivation pour aller dans ces différentes universités avec lesquelles on a des accords, pour y aller en L3. Voilà l'essentiel de ce que je
peux dire. Et puis par ailleurs, on développe un ensemble d'accords pour avoir de plus en plus d'étudiants venant de l'étranger qui viennent chez nous. Il me semble, est-ce qu'il y a d'autres? Il y a un ensemble de bourses Erasmus qui sont ou de bourses de mobilité, puisque ça peut aller plus loin que les universités relevant d'Erasmus. Oui, peut-être rajouter un tout petit mot sur les mobilités. En fait, beaucoup d'étudiants veulent partir, notamment pour améliorer leur maîtrise de la langue anglaise. En fait, il faut savoir que dans beaucoup d'universités européennes, les cours se font en anglais. Donc, par exemple, alors on a assez peu de place, on n'a pas assez de place en Grande-Bretagne ou aux États-Unis par rapport à la demande, à la demande des étudiants. En revanche, on peut très bien faire tout un cursus, par exemple en sciences politiques, en anglais, en allant en Pologne, par exemple, en allant à l'université de Cracovie, avec lesquels on a des accords. Donc pareil, en Italie, il y a des cursus entièrement en anglais. Donc voilà, il y a des possibilités de partir dans des pays européens pour suivre une formation en langue anglaise, ce qui permet évidemment donc d'associer à la fois la découverte d'un pays, mais aussi la maîtrise de l'anglais. Et j'allais oublier quand même qu'on a mis en place un ensemble de double diplômes. Alors on n'en a pas encore assez. Pour l'instant, on en a avec Murcie au niveau de la licence de droit et d'un master spécialisé. On est en train d'en développer avec Grenade, là aussi en sciences politiques, du moins en droit et en sciences politiques, pardon. Et on a aussi, alors pas encore des accords, mais on a des discussions avec une des universités romaines. Donc là encore, ça ne veut pas dire romaine, ça ne veut pas forcément dire l'italien, ça peut être des cours en anglais à Rome. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que nous, on développe de notre côté, quoique là, si c'est un double diplôme, il faudra connaître l'italien. Voilà, donc, et il y a, je vous parlais de Montréal, où pour le coup, là aussi, mais il faut qu'on retravaille ce dossier avec la présidence, mais où normalement, on devrait arriver à avoir enfin un double diplôme, mais là en sciences politiques, entre Lille et Montréal. Ça, c'est des trucs qui se construisent, donc là, pour les lycéens, je pense que ce sera construit au moment où ils arriveront, mais de fait, c'est pas encore mis en place. Du moins, c'est mis en place pour quelques formations, mais pour peu de formations pour l'instant. Alors, il y a pas mal de questions sur les critères d'entrée à l'ESJ, que ce soit en licence, pour la licence sciences politiques, AES ou droit. Alors, donc je suppose que vous êtes déjà au courant si vous vous êtes intéressé à ce parcours journalisme avec l'École supérieure de journalisme de Lille. C'est un parcours extrêmement sélectif, je tiens à le rappeler quand même, puisqu'il y a 2000 candidatures pour 165 places en première année. Alors, pour la Sciences Po, c'est 50 places, pour le droit également, et pour l'AES, c'est 25 places. Voilà. Alors, en Sciences Po, il se trouve qu'on arrive effectivement aux 50 étudiants qui viennent, voilà. Alors, sur les critères de sélection, je ne peux pas vous répondre très précisément puisque c'est l'ESJ qui procède à la sélection. Nous ne sélectionnons pas, donc c'est vraiment l'ESJ qui procède à la sélection. Alors, évidemment, ils prennent en compte les notes, bien évidemment, mais ils prennent en compte surtout la motivation et les expériences. Si vous avez déjà des expériences dans le journalisme, je ne sais pas moi si vous avez fait un journal lycéen, etc., évidemment ça va compter dans leur évaluation, donc ils prennent en compte non seulement la formation et vos notes, mais aussi le projet, votre motivation. Encore une fois, je ne sais pas s'ils font leur journée porte ouverte aujourd'hui, mais le plus simple et ce que je vous conseille, c'est de les contacter directement, puisque voilà, c'est vraiment eux qui gèrent la sélection pour ces parcours journalisme au sein de la fac. Donc je précise juste que le système, c'est 18 crédits par semestre à la fac, c'est-à-dire l'unité fondamentale et l'unité de langue, vous la faites à la fac, et l'autre unité que nous on appelle interdisciplinaire, vous la faites à l'ESJ, donc avec des enseignements portant autour du journalisme et des médias. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller de contacter l'ESJ pour en savoir plus sur leur modalité de sélection. Oui, si je peux juste ajouter, parmi les critères, je sais que le français, encore une fois, compte énormément, et la philosophie. Donc il faut veiller à avoir de bonnes notes dans cette discipline, parce qu'il y a aussi évidemment des critères mis sur les notes, et ces matières, le français, la philosophie, vous comprenez, l'expression, la réflexion, ça compte énormément pour être journaliste, donc ces notes comptent véritablement.
Donc on a une question sur notre... Alors, je ne sais pas comment elle est formulée, sur notre mode d'organisation en période Covid. Mais 550 grammes quantité 1. Alors là, ça ne va pas le faire. Donc, alors j'espère d'abord qu'on n'aura pas adopté un mode d'organisation spécifique en septembre et que la situation sanitaire se sera arrangée de telle sorte qu'on pourra revenir à du présentiel 100% entre guillemets. Donc là, je peux juste vous dire ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire qu'on avait mis en place un système qui nous permettait à la rentrée de fonctionner de manière, disons, pas parfaite, mais en tout cas pas trop dégradée, entre guillemets, où les cours étaient à 50% avec donc le fait qu'on avait 50% d'une promotion en présentiel et le reste qui suivait le cours un petit peu comme vous pouvez suivre aujourd'hui la conférence. Et puis pour le coup, nos TD étaient à 100%, ce qui permettait de fonctionner de manière, disons, pas trop négative. C'est-à-dire que ça permettait d'un côté d'avoir des cours avec une interactivité, puisqu'on avait quand même des gens en face de nous, on n'était pas face à des cases, entre guillemets, et de l'autre côté, et des étudiants qui pouvaient les suivre de l'extérieur, et ce qui permettait de respecter les conditions sanitaires. Et puis par ailleurs, on avait les TD à 100%. Par la suite, donc, on nous a plus permis de faire les TD à 100%, et nous, on a choisi, parce qu'il nous semble difficile de faire des TD en comodal, c'est-à-dire la moitié en présentiel, la moitié en distanciel, on a choisi de faire des TD à 100%, mais à demi-jauge, en diminuant le volume d'heures de TD par étudiant. Voilà, donc ensuite on a passé totalement en distanciel, donc on était avec des cours en Zoom aux heures prévues, mais totalement en distanciel. J'ose espérer qu'en septembre on ne sera pas dans cette situation-là. En tout cas, on a beaucoup modernisé le campus. Vous verrez si vous allez sur la chaîne YouTube de la faculté, qu'on a une petite vidéo qui fait le récapitulatif de ce qu'on a fait en un an. Alors il n'y a pas tout, mais en tout cas on a doté tous nos amphis de systèmes qui permettent effectivement que les cours puissent être reproduits dans des conditions pas trop mauvaises, avec un enregistrement qu'on met ensuite à disposition des étudiants presque immédiatement. Et puis, pour les TD, on est aussi en train de doter toutes les salles d'enseignement de TD d'ordinateurs avec des webcams qui permettent, mais là, dans des conditions qui sont quand même moins optimales, de faire du comodal. Mais c'est de toute façon plus compliqué de faire du comodal quand on doit faire quelque chose de très interactif. Là, à la limite, avec les cours en Zoom, l'intérêt, c'est que précisément, les étudiants peuvent plus facilement nous faire part, via chat, d'un ensemble de questionnements qu'ils nous faisaient peut-être moins facilement remonter quand on n'avait pas les cours en Zoom. Peut-être qu'on va réfléchir à des moyens pour que les étudiants puissent poser des questions pendant des cours en amphi, de manière aussi pratique que ce qui a été mis en place via Zoom, mais on va voir ça. Voilà. Alors une question sur les stages et s'il y a la possibilité de faire des stages en licence, et si oui, en quelle année et pour quelle durée? Oui, alors il y a possibilité de faire des stages en 2e et en 3e année avec une valorisation dans le cadre de l'unité projet personnel de l'étudiant. Donc la durée, c'est à votre convenance, sachant que le stage ne peut pas se faire pendant les périodes de cours, puisque comme monsieur le doyen l'a dit, les TD sont obligatoires, il faut assister au TD, et si on veut réussir, il faut assister aux cours. Donc les stages doivent être faits pendant les périodes d'interruption pédagogique. Donc ça peut être fait pendant les vacances de Toussaint, pendant les vacances de Pâques, sachant aussi, monsieur le doyen l'a dit, que si vous avez vos examens à la première session, vous êtes libéré dès le mois d'avril, donc vous avez largement le temps en mai-juin de faire des stages. Donc la durée des stages, c'est à votre convenance, c'est minimum 15 jours. Enfin, ça peut être une semaine, mais bon, voilà. Après, vous êtes suivi par un service des stages, donc avec une convention de stage qui vous sécurise, donc il n'y a pas de problème. Tout cela est bien géré. Par contre, il n'y a pas de possibilité de faire de stage en première année, sauf vraiment exception.
Alors, petite précision pour l'AES, il y a un stage ou une expérience professionnelle à valider à la fin de la licence. Donc, vous pouvez le faire en 2e année, en 3e année. La durée minimum, elle est de 4 semaines. Je précise ou expérience professionnelle parce que quelqu'un qui a travaillé entre la 2e et la 3e année au Flunch ou je ne sais où, ça peut être validé comme étant un stage. La seule chose qui n'est pas acceptée, c'est tout ce qui est garde d'enfants, centre aéré. Là, ça rentre pas dans la case. Mais donc, il y a ces 4 semaines à valider à l'issue de la 3e année et à faire à peu près quand vous le souhaitez. Oui. En droit, simplement pour compléter, mais ça a été dit, donc effectivement, c'est 15 jours minimum, c'est OS 6, mais il y a une possibilité d'anticiper pendant l'été de la L2. C'est parfois demandé par les étudiants, donc possibilité d'anticiper le stage pendant les vacances, entre la L2 et la L3, ce qui est pratique. Alors, une double question, enfin les questions sont un peu liées pour toi Gaëtan. Y a-t-il un cursus spécifique pour les métiers tels que commissaire de justice et vaut-il mieux privilégier les études de droit à Lille pour entrer à l'IEJ de Lille? Alors, première question, si j'ai bien entendu, le cursus pour être commissaire de justice, c'est ça Tony? C'est bien. C'est ça, oui. Alors, commissaire de justice, c'est la nouvelle profession qui remplace les huissiers, avec donc une fusion de la profession des huissiers de justice et des commissaires-priseurs. Voilà. Il faut faire du droit privé. Il n'y a pas hésité du tout, parce que le commissaire de justice est un spécialiste des procédures civiles d'exécution. Il se trouve que c'est une matière de droit privé, donc le cursus est tout indiqué. Il faut faire d'abord une licence de droit privé, c'est-à-dire que à partir de la 3e année, 2e semestre, qu'on appelle donc le S6, vous vous spécialisez déjà en 3e année au S6 dans le droit privé. Et ensuite, il faut continuer par un master de droit privé parce qu'il faut se renforcer en procédure civile d'exécution, des matières qu'on vous indiquera, mais qui sont vraiment du domaine du droit privé. Je n'ai pas bien entendu la seconde question sur l'IEJ. La seconde question, c'est est-ce qu'il vaut mieux privilégier les études de droit à Lille si on veut entrer à l'IEJ de Lille? Pas du tout. En fait, encore une fois, l'IEJ, c'est une préparation spécifique à l'examen d'entrée à l'école d'avocat ou au concours de la magistrature. Petite précision, pour rentrer à l'école d'avocat, c'est bien un examen. Il faut avoir la moyenne. Pour la magistrature, c'est un concours. Il y a forcément un classement. Et que l'on se prépare à l'examen ou au concours, il faut faire cette IEJ. Et cette IEJ-là, on peut s'y inscrire, même si on a fait ses études ailleurs. Que vous veniez de la fac de Lille ou d'ailleurs, vous pourrez vous inscrire à Lille ou ailleurs. Voilà. Alors je me permets, je ne sais pas si c'était ce qu'était derrière cette question, parce qu'il se trouve qu'il y a une autre faculté de droit à Lille. Donc, oui. et souvent on a des questions là-dessus, donc là on n'a pas eu la question. Donc une faculté où pour le coup vous allez payer 5 000 € d'inscription pour avoir des cours qui sont donnés par des enseignants donc qui n'ont pas été qualifiés par des instances nationales. Donc juste pour vous dire, mais où pour le coup il y a une forme de sélection qui fait qu'il y a moins d'étudiants qu'il peut y en avoir dans notre élan. Et il y a une question qui nous est souvent posée, c'est pour ça ensuite chacun fait ses choix, hein, c'est pas. C'est la question, est-ce que le fait de commencer dans une autre faculté que la nôtre peut avoir une incidence sur le fait de rentrer dans nos M1? Alors, la question, elle ne se posait pas vraiment avant, parce qu'effectivement, il n'y a pas de sélection en M1. Si bien que vous aviez une licence de droit, que ça soit une licence de droit de Toulouse, puisqu'il se trouve que l'autre faculté donne la licence de droit de Toulouse, ou une licence de droit de Lille, en fait, vous rentriez de la même façon, mais d'Amiens aussi, ou de Lyon, ou peu importe, vous rentriez de droit dans nos M1. Maintenant, ce n'est plus le cas, puisqu'il y a une sélection. Donc la sélection, il n'y a pas de... c'est-à-dire que si on a un étudiant qui est pas bon et qui a fait ses études à Lille et qui a juste eu sa licence tout court, mais
mais pas très bonne, et qui veut rentrer dans un M1 très sélectif chez nous, il rentrera pas. Hein. Et si on a un étudiant très bon qui a une licence de droit d'ailleurs, et qui se présente à notre M1, il aura plus de chances de rentrer. Il n'y a pas de politique de ce type-là. En revanche, il est clair qu'à niveau équivalent, un étudiant qui a fait son cursus chez nous, on aura plus tendance à le prendre qu'un étudiant qui a choisi, et ça c'est pas un souci, hein, qui a choisi de faire son cursus ailleurs. Donc sur le l'IEJ c'est un peu différent, puisque comme l'a très bien dit Gaëtan, le fait de s'inscrire à l'IEJ est une nécessité pour passer le concours de l'avocature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour le coup, être inscrit dans un IEJ, d'ailleurs, qui n'existerait pas, qui serait rattaché à une autre type de formation. Voilà, je ne sais pas si c'était la question sous-jacente, mais il est vrai que c'est un élément qui a son importance et qu'il faut prendre en compte dès l'entrée, c'est savoir qu'avec cette sélection M1, ça a des incidences aussi sur l'ensemble des choix qu'on peut faire, même si on a vraiment beaucoup d'étudiants de chez nous qui ont notre licence chez nous et qui choisissent de faire leur master ailleurs, et on a beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs et qui choisissent de venir chez nous au niveau des masters, puisque les masters, c'est vraiment le moment où on se spécialise, et donc ça dépend, je sais pas, on a une spécialité droit de la mer chez nous, par exemple, qu'il n'y a pas ailleurs. S'il y a des étudiants qui veulent vraiment travailler dans le droit de la mer, ils vont venir chez nous plutôt qu'ailleurs, même s'ils viennent de Bordeaux, de Lyon, de Marseille, de Paris, ou peu importe. Voilà. On a un certain nombre de questions pour les 3 mentions sur l'importance de la lettre de motivation à formuler sur Parcoursup. Je peux répondre. C'est une vraie importance, c'est-à-dire que veillez vraiment à faire une lettre qui vous corresponde, qui traduise votre projet et qui soit correctement rédigée. Il y a beaucoup trop de lettres qui sont truffées de fautes d'orthographe, de syntaxe, de conjugaison d'orthographe, et évidemment que ça porte préjudice aux lycéens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas conscience. C'est pour ça que j'en parle, des conséquences que ça a pour eux. Il faut une lettre qui soit bien rédigée. Encore une fois, vous entrez dans une faculté de droit sciences politiques où le français est important. On va vous apprendre à raisonner, et on raisonnera le plus souvent par écrit. Et donc, on contrôle ces choses-là dans la lettre de motivation. Donc, soignez-la. Passez du temps sur votre lettre. Je me permets de dire quand même que comme il y a beaucoup de candidatures, toutes les lettres ne sont pas systématiquement lues, pour être de manière très voilà. Mais ça veut dire très concrètement. Voilà, c'était ce que quand elles sont lues qu'il faut qu'elles soient bien écrites. C'était ce que j'allais ajouter, c'est-à-dire que si vous avez la chance ou la malchance que parce que on se dit on a un problème pour hiérarchiser différents, on va regarder les lettres de candidature, et que la lettre de candidature pose souci, et je pourrais donner des exemples très précis que j'ai dans la tête, et il se peut que quelqu'un dont au regard des notes son dossier allait passer sans difficulté, on se dit, alors à titre personnel, mais personnel je pense que c'est collectif, on aurait préféré que le ministère continue de nous laisser l'ordre des choix des étudiants. Puisque l'ordre des choix des étudiants, pour nous, c'est le meilleur indicateur de la motivation d'un étudiant. Si un étudiant nous met en premier, ça veut dire qu'il est motivé à venir chez nous. Tandis qu'une lettre de motivation, on ne sait pas exactement qui l'a faite. Voilà. Mais en revanche, s'il y a plein de fautes d'orthographe, on ne se posera pas la question de qui l'a faite. C'est ça qui est un petit peu... Donc si elle est parfaite, ce ne sera pas forcément un élément totalement positif, parce qu'on pourra se dire elle est parfaite parce qu'elle a été pensée pour être parfaite, mais s'il n'est pas parfaite, ça peut être un élément très négatif. Si elle n'est pas parfaite, ça peut être un élément très négatif. Voilà, donc, mais l'essentiel pour nous, ce serait effectivement de pouvoir avoir l'ordre des choix, et que les étudiants et les étudiantes, ou les lycéens et les lycéennes qui veulent vraiment venir chez nous, soient prioritaires, de telle sorte qu'ils ne se retrouvent pas éventuellement à attendre jusqu'au dernier moment pour savoir s'ils pourront venir chez nous, alors que d'autres étudiants et étudiantes dont on peut voir parfois à partir de la lettre de motivation que finalement ils n'avaient pas trop envie de venir chez nous, mais il fallait mettre quelque chose, donc ils nous ont mis, et qui se retrouvent parce qu'ils ont des très bons résultats très bien placés,
voilà, on aurait préféré finalement les mettre plus loin et privilégier des gens très motivés. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire une analyse de chacune des lettres, et que même si on faisait une analyse, encore une fois, ça permettrait plus, entre guillemets, de pénaliser les lettres mal faites que de valoriser les lettres bien faites, puisqu'une lettre bien faite, on peut toujours se demander qui l'a faite. Et puis les lettres de motivation, on en rédige souvent dans son cursus, parfois pour demander une réorientation, pour candidater à un master. Donc il faut s'entraîner le plus tôt possible, par exemple en vérifiant sur Internet les formules de politesse, les formules d'entrée, les formules de sortie. Et c'est un vrai travail, mais il faut le soigner personnellement, mais moi je suis attentif à cela. Et je ne pénalise jamais une lettre bien rédigée. En revanche, je sanctionne souvent une lettre qui est perfectible. Voilà. Non, mais faites attention à ça. C'est une vraie question. Votre question est vraiment pertinente. Et ma réponse est sans ambiguïté. Bossez vos lettres de motivation. Alors, quelques remarques ou interrogations, sans question précise, j'en suis désolé, sur la LAS. Gaëtan, c'est compliqué de répondre sans préciser la question. C'est une mineure santé dans une licence de droit. Alors, évidemment, pour se préparer aux examens de santé, et dans une perspective qui est double, une possibilité donc d'accéder au métier de santé, ou alors de continuer dans le cursus de droit. Donc, ça reste une mineure santé, il y a plus d'enseignements en droit. Et ça se met en place, on en tirera les premiers enseignements à l'issue de cette année. Comme l'a dit monsieur le doyen à l'instant, c'est assez sélectif. Nous avons 30 places. Donc, c'est pareil, il faut bien soigner ces dossiers. Donc, en fait, c'est un petit peu comme le SJ, c'est-à-dire, sauf erreur, je crois que c'est aussi l'unité d'ouverture qui a été, où on a substitué les matières qui sont faites, en fait, à la fac de médecine, qui sont faites le vendredi, c'est-à-dire que il y a un jour qui a été banalisé où nos étudiants n'ont pas de cours, mais c'est le cas puisque en fait il y a des LAS en fac de sciences, donc tous les étudiants qui relèvent de LAS vont faire la mineure santé en même temps à la fac de médecine le vendredi. Les autres jours, ils suivent, nos étudiants suivent nos cours habituels, entre guillemets. Et donc, à la fin de l'année, en fait, ils vont d'un côté passer nos cours, donc indépendamment donc, de ce cours d'évaluation. De l'autre côté, les examens relevant donc de la médecine. Et donc, si ils valident les examens de la médecine, ils peuvent poursuivre en médecine. S'ils les ont pas et qu'ils ont notre licence de droit, ils peuvent continuer en deuxième année de droit comme normal. Il pourra même repasser l'examen de médecine au niveau de la L2, mais sans préparation spécifique. Voilà, il me semble que c'est l'essentiel de ce qu'on peut dire. Et voilà. Et puis par ailleurs, il y a je parle quand même de la passe, c'est-à-dire que c'est le fait que vous pouvez aussi choisir d'être en majeure santé avec une mineure droit. Donc dans ces cas-là, vous aurez à passer en EAD les deux matières fondamentales de droit. Et donc vous allez d'un côté avoir vos matières de médecine, de l'autre côté vous suivez en EAD ces deux matières. Et si jamais vous êtes ce qu'on appelle reçu-collé en médecine, reçu-collé, ça veut dire que vous avez au-dessus de 10, mais comme c'est un concours, vous n'avez pas été sélectionné pour passer en deuxième année de médecine. Si vous avez réussi la mineure droit, vous pouvez de droit passer en deuxième année de droit. Donc ça peut être, pour ceux qui hésitent entre les deux types de formation, il faut être conscient qu'il y a ces deux entrées-là. Et qu'à la limite, vous avez le droit de candidater d'un côté en passe, où pour le coup il y a un peu plus de place, il y a une centaine je crois. Voilà, il y a un peu plus de 100 places côté passe et côté LAS, vous pouvez faire une candidature des deux côtés. C'est deux processus de sélection différents.
Alors, pas mal de questions qui reviennent sur, plus précisément, les cours qui sont proposés au sein des 3 mentions. Hein. Les questions reviennent aussi bien pour l'AES que la Sciences Po ou le droit. Sur les enseignements, c'est ça? L'enchaînement des enseignements? Gaëtan, il commence. Gaëtan, tu commences ou... Alors, pour m'assurer d'avoir bien entendu la question concerne l'enchaînement des enseignements qui sont dispensés au cours de licence. Les cours à proprement. Tu y vas ou j'y vais? Très bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous comprenez que vous arrivez à l'université et que la plupart des étudiants ne connaissent pas la matière. Donc, naturellement, on va partir des bases. Donc, assez logiquement pour la licence droit, on va commencer par vous dispenser un cours d'introduction au droit. Et on va commencer par les bases. Et puis, progressivement, on va compliquer les choses et on va les diversifier. Les compliquer parce qu'on part des notions élémentaires et puis, évidemment, on affine au fil des semestres. Les diversifier parce que ensuite, au long des 6 semestres de la licence, eh bien, on va vous proposer des matières différentes. Et comme il a déjà été dit aussi, certaines matières sont optionnelles. Donc, vous avez certains étudiants qui, par exemple, vont aimer le droit du travail, d'autres le droit des sociétés, et le droit des sûretés. Vous allez découvrir un certain nombre de matières et elles seront évidemment successivement enseignées dans un ordre qui a été pensé. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on réfléchit à l'ordre de cette nouvelle matière. Alors, il y a toujours aussi, dans chaque semestre, des matières dites fondamentales. On vient d'en parler un instant. Eh bien oui, pour chacun des semestres, il y a des matières qui sont incontournables quand on entreprend des études de droit. Le droit constitutionnel, le droit des personnes et de la famille, en première année, par exemple. En deuxième année, on va vous faire découvrir le droit des contrats, de la responsabilité, et le droit administratif, des matières fondamentales. Et bien sûr, d'autres matières qui sont tout aussi importantes, d'autres qui sont optionnelles. Donc, pour me résumer, on part des bases, on affine. C'est pour ça qu'il faut travailler régulièrement pour être capable de suivre le développement que l'on vous propose. Et puis on diversifie, ce qui permet à chacun, assez naturellement, de construire son propre projet professionnel. Parce que, assez naturellement, et il n'y a pas... On ne peut pas le définir à l'avance. On ne sait pas ce qu'on va aimer quand on arrive à la faculté de droit, mais assez naturellement, on va se diriger plutôt vers un parcours de droit public, plutôt vers un parcours de droit privé, en choisissant telle matière parce qu'on sent qu'on a cette affinité. On sent que c'est là qu'on veut travailler. Et tout ça se fait au fil du temps, assez naturellement. En AES, c'est la même chose, mais en beaucoup plus encore pluridisciplinaire qu'en droit. C'est-à-dire qu'en AES, vous avez cette double formation droit économique, vous retrouverez de la première année à la dernière année de licence. Et donc là, de ce point de vue-là, ça fonctionne pareil, je pense, droit, sciences politiques et AES, la première année, elle est très généraliste. Donc pour répondre précisément à la question, au premier semestre, vous avez de l'introduction au droit, de l'introduction à l'économie, un cours de principes généraux du droit constitutionnel, donc pareil, c'est toujours très introductif, mais en droit public. Et plus vous allez avancer dans les semestres, et plus vous allez vous spécialiser. Alors la particularité en AES, c'est que vous avez toujours un ensemble d'options, des cours à choisir, 3 parmi 5 cours, 4 parmi 5, etc. Et c'est le choix de ces cours qui va donner une certaine coloration à votre diplôme. Vous aurez des cours, possibilités de cours de compta-gestion ou bien des cours de sciences politiques, des cours plus mathématiques. Et en fonction des choix que vous allez faire, il faut que ça reste cohérent du premier au dernier semestre. Mais en fonction des choix que vous allez faire, vous allez vous orienter justement plus vers des masters d'AES ou des masters un peu plus juridiques. Alors pas du droit privé bien évidemment, mais pourquoi pas du droit du travail ou des masters de sciences politiques. Donc c'est voilà, pareil. Alors à partir de la 3e année, par contre en AES, là vous allez vraiment vous choisir un module qui va vous amener plus vers les métiers du privé ou plus vers les métiers du public. Et il y a beaucoup d'étudiants en AES qui postulent in fine dans les masters d'AES un peu ressources humaines. Pareil, plus ressources humaines dans le domaine du privé ou ressources humaines dans le domaine du public avec des métiers dans tout ce qui est système pénitentiaire, de santé, etc. Donc voilà un petit peu pour les cours qui sont dispensés en AES.
Oui, alors en sciences politiques, c'est la même logique, hein, très pluridisciplinaire, notamment en première année. Donc dans l'unité fondamentale, pour vous donner un exemple, je ne vais pas tout développer, mais il y a vie politique française et introduction à la politique mondiale et droit constit. Hein, donc ça, c'est l'unité fondamentale du premier semestre. Au second semestre, dans l'unité fondamentale, c'est introduction à la science politique, enjeux sociaux contemporains, donc pour préparer les concours de Sciences Po, et droit constit de la Ve République. Dans l'unité interdisciplinaire, vous avez aussi le choix, donc vous pouvez prendre par exemple grande théorie économique, introduction au droit, droit international, etc. Donc c'est comme ça à chaque semestre. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, dans la licence de sciences politiques, le diplômé de la licence aura des bases dans toutes les sous-disciplines. Donc sociologie politique, politique publique, philosophie politique, relations internationales, c'est vraiment le corps de la licence, mais toujours avec la possibilité de suivre des cours d'éco et des cours de droit, et méthode des sciences sociales, oui. Il y a aussi une partie initiation à la recherche et méthode pendant la licence. Initiation à la recherche en deuxième année, méthode des sciences sociales, méthode qualitative et méthode quantitative, c'est en troisième année. Et ce sont aussi des enseignements très professionnalisants qui vous permettent ensuite de pouvoir rédiger des rapports d'études, des enquêtes, etc. Donc voilà. Et oui, et je le redis, on l'a déjà dit il y a plusieurs reprises, mais chaque semestre, il y a au moins un cours en langue anglaise, qui est un cours de sciences politiques en langue anglaise. Donc ça peut être sur un cours sur les États-Unis, sur la vie politique française, mais en anglais. Ça peut être des cours sur le Moyen-Orient, il y a des cours sur l'Union européenne, tout cela en langue anglaise. Alors, il y a une question ou des questions sur les modalités de fonctionnement des études à distance. Alors, pour ce qui concerne les études à distance, donc, on est bien d'accord, sur Parcoursup, vous avez la possibilité de choisir soit la licence droit, de façon classique, soit la licence droit en études à distance. Donc il faut bien distinguer ça sur Parcoursup, puisque la commission va étudier le dossier pour lequel vous candidatez. Sur les modalités de fonctionnement, le calendrier est légèrement décalé entre les études à distance et les études en présentiel classique, avec un début des cours généralement, une mise à disposition des cours généralement début ou courant octobre, pour que les enseignants aient le temps aussi de mettre à jour leurs cours. Les cours sont disponibles sur une plateforme qui s'appelle Moodle, qui permet aussi une interaction avec les enseignants et évidemment avec les équipes administratives. Mais les cours que vous retrouvez dans les études à distance sont strictement les mêmes, en tout cas les mêmes intitulés, avec des enseignants parfois différents, mais au contenu identique que les enseignements proposés en présentiel. C'est une modalité d'organisation qui est différente, qui implique un investissement personnel et une rigueur qui est certainement encore plus nécessaire qu'en présentiel, puisque effectivement derrière il n'y a pas de TD ou de contrôle intermédiaire. Donc la rigueur est de mise aussi pour les EAD. Gaëtan, je ne sais pas si tu souhaites compléter. Non, je pense que tu as dit l'essentiel, je te rejoins. Il faut effectivement se créer son propre calendrier, sa propre organisation, et se dire qu'il est très difficile d'apprendre tout au dernier moment et d'assimiler les connaissances. C'est un mauvais calcul. Il est très préférable, spécialement en AES, il est très préférable de travailler régulièrement. C'est pour ça que je faisais appel tout à l'heure, référence à l'homéopathie. Un petit peu tous les jours. Et on assimile beaucoup plus. Mais pour ça, il faut une certaine discipline. Donc je rejoins vraiment le propos en disant qu'il faut s'affairer, se faire son propre emploi du temps, parce que sinon, c'est très compliqué d'apprendre tous ces cours à distance au dernier moment. Ça ne fonctionne pas, et ça n'est pas une bonne formation. Pour compléter un peu le propos, en parallèle des études à distance, il y a ce qu'on appelle des formations hybrides qui sont réservées aux stagiaires de formation continue, alors qu'ils ne sont pas du coup forcément dans Parcoursup, pour le coup, mais au sein desquels il y a, pour les matières,
un volume d'heures, 5, 10, 15 heures selon les enseignements, en présentiel. Ça a lieu essentiellement en fin de semaine pour une facilité d'organisation pour ces stagiaires formation continue qui souvent sont en activité. Mais cette formation n'est pas proposée sur Parcoursup. Peut-être là, de toute façon, on arrive près de la fin. Là, ouais, c'était ce que j'allais dire, c'est que peut-être on peut faire un tour pour que chacun puisse. Oui, merci de votre attention. Je voulais juste vous dire que cet après-midi, nous faisons des rendez-vous en ligne, des rendez-vous individuels sur la plateforme Imagina. Donc, n'hésitez pas à demander des rendez-vous. Donc, moi, je serai disponible toute l'après-midi pour la licence sciences politiques. Donc, je pourrais revenir plus en détail avec vous si vous le souhaitez. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un pourra tout à l'heure, dans un instant, préciser comment ça marche. Mais vous avez cette possibilité donc sur Imagina. Journée porte ouverte Université de Lille, de prendre des rendez-vous, donc avec moi notamment Nathalie Ethuin, ETHUIN. Donc je vous attends cet après-midi. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Jean-Christophe Derriot, responsable du service de scolarité au niveau licence. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à votre disposition pour toute question, éventuellement par mail. Donc, vous pouvez contacter l'accueil du service de la scolarité et on répondra à toutes vos questions sans problème. Oui, je voudrais vous dire à tous que je serais ravi de vous accueillir. On est une équipe très organisée et on essaiera de vous accompagner dans votre parcours professionnel avec les moyens qu'on a et qui sont forts. Nous sommes une belle faculté et puis vous découvrirez un univers qui est nouveau pour vous, qui est neuf, et je suis passé par là, j'ai adoré. J'espère que vous aimerez autant que moi. Merci Gaëtan, merci à tous celles et tous ceux qui se sont connectés. Il y a un dernier point sur lequel je vais insister, c'est que la conférence des doyens met à disposition en fait des étudiants qui veulent aller vers des formations de droit, sciences politiques, AES, un dispositif qui s'appelle Décide. Alors c'est à vocation en fait de ceux qui ont choisi de venir dans une de nos formations via Parcoursup et a priori qui ont été sélectionnés. Mais donc puisque c'est quelque chose qui s'ouvre souvent en juin-juillet et qui permet en fait d'avoir accès à un ensemble de cours via l'UNJF, donc qui est, on va dire, le conglomérat qui met en place un ensemble de cours à distance, en cours numérisés, dans nos disciplines à disposition des facultés. Et ça permet de voir un petit peu ce que c'est que... Ça permet éventuellement de travailler un petit peu avant de rentrer à la fac sur nos disciplines, mais ça permet aussi de voir ce que c'est qu'un cours dans nos disciplines. Ça permet aussi, il est possible de poser des questions à des doctorants ou des étudiants avancés qui y répondent. Donc on mettra ça à disposition sur notre Facebook. Donc on a d'un côté le YouTube, on a aussi le Facebook où il y a pas mal d'informations qui passent. Donc ça s'appelle Décide et il y a un ensemble de codes pour aller dessus. Mais donc pour ceux et celles qui auront choisi de venir chez nous, mais c'est la même chose dans les autres facs de droit, hein, il faudra suivre ça puisque suivre notre compte Facebook. Je me permets, avant de passer la parole, de remercier notre service com, justement, sans lequel tant le Facebook que le YouTube et tout le reste ne seraient pas, et même surtout l'organisation, du moins aussi l'organisation d'aujourd'hui n'aurait pas été possible. Je remercie aussi le service technique et le service informatique qui ont permis qu'a priori tout s'est bien passé. On espère que tout le monde a pu entendre ce qu'on a dit, que c'est enregistré et que ça va repasser cet après-midi à 15h30
Et par ailleurs, je pense que ça restera en ligne par la suite, donc ce sera possible de le regarder. On a aussi sur notre Facebook d'ailleurs Nathalie Huetin qui a répondu à un ensemble de questions sur les formations en sciences politiques, donc qui ont été posées je ne sais pas exactement par qui, mais vous pouvez en allant sur notre Facebook, en descendant un petit peu, parce que c'est pas la dernière information, avoir une très intéressante interview avec plein de questions sur nos formations en sciences politiques. Malheureusement on n'a pas eu la même endroit en AES, mais donc ça peut aussi, pour celles et ceux qui sont intéressés par nos formations en sciences politiques, leur donner pas mal d'éléments. Il y a d'autres choses ? Et alors du coup, pour avoir plus d'informations, vous pouvez prendre rendez-vous avec les enseignants en allant dans la rubrique rendez-vous live sur la plateforme Imagina. Et d'autre part, si vous préférez juste poser des questions sur les lignes de chat, vous avez juste à aller dans les formations sur lesquelles vous voulez avoir des informations. Donc par exemple, vous allez sur l'AES et là, vous avez un chat direct sur cet onglet-là. Et ben donc merci à toutes et à tous. Je pense que merci aussi aux enseignants et aux responsables administratifs qui sont venus là aujourd'hui. Et voilà. Ensuite faites vos choix parce que on manque pas d'étudiants, donc on fait pas de la retape entre guillemets. Mais voilà, si vous estimez que nos formations peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à venir chez nous, on vous accueillera avec joie et on espère que vous réussirez parfaitement chez nous. Voilà, mais voilà, c'était juste pour dire ça. On présente ce qu'on a à présenter et j'espère que ça peut vous intéresser. Si vous préférez aller ailleurs, vous pouvez aller ailleurs aussi, mais en tout cas, on sera content de vous avoir chez nous. Voilà, je pense que sur ce, on a terminé. Et puis, je ne vous ai pas parlé quand même, parce que pour ceux qui sont loin, la région lilloise, n'étant pas exactement un Lillois, je peux défendre la chaleur lilloise en dépit parfois de la température. Bon, on espère que les bars vont se rouvrir, parce que ça participe aussi à la vie lilloise. Mais vous avez vu avec notre responsable de com qu'on peut avoir une chemise très été, même si il peut faire un peu froid. Allez, au merci revoir monsieur le doyen. monde.